Merci de nous rejoindre dans le débat du soir, mesdames et messieurs. Le climat des affaires est sans conteste le nerf de la guerre pour toute nation désireuse d'attirer les investissements, de stimuler la croissance et de créer des emplois au Bénin. Un événement récent a particulièrement retenu l'attention, la rencontre entre le président Patrice Talon et le patronat privé béninois, des échanges perçus comme moment clé pour entretenir un cadre propice aux échanges et rassurer les investisseurs. Pour certains, cette rencontre s'apparente à une reconnaissance du rôle essentiel du secteur privé dans les performances économiques engrangées par le Bénin, tandis que pour d'autres, c'est un levier stratégique pour positionner le pays comme une vitrine crédible de l'investissement en Afrique. Ce soir, avec nos analyses politiques, nous allons décrypter quelque peu la portée et l'efficacité de ces échanges. Bonsoir à vous, Delphine Gangana. Bonsoir, Madame Toboula. Bonsoir à mes chers co-débatteurs et bonsoir à vous, téléspectateurs. Voilà. Bonsoir également à vous, Roméo Aïsegbe. Bonsoir, Madame Angèle. Bonsoir à tout le plateau et aux chers téléspectateurs de ETélé. Bonsoir enfin à vous, Joël Émeric Alagbe, vous êtes journaliste. Merci pour l'invitation. Bonsoir téléspectateurs de ETélé. Nous aurons un second sujet, mesdames et messieurs, si le temps le permettait. Allez, le vendredi 18 juillet, le chef de l'État a offert un cocktail aux patrons du secteur privé. Ils ont échangé sur l'apport du secteur dans l'économie béninoise et évalué les performances du Bénin. Alors, pour vous, Roméo Aïsegbe, je vais commencer par vous. Sous quel prisme appréciez-vous ces échanges présentés comme un dialogue avec le patronat privé béninois? Merci beaucoup, Madame Angèle. Il est important, en s'inscrivant dans le bien fondé de cette rencontre, de se souvenir de ce sur quoi est basée l'économie béninoise. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a appris depuis le bas âge à tous les niveaux que l'économie béninoise se base essentiellement sur le fisc. Donc, en grande partie sur la contribution du secteur privé, puisque c'est en majorité d'ailleurs, pour ne pas dire que essentiellement, le secteur privé qui est soumis aux impôts et aux taxes, ce qui permet à tout gouvernement, n'est-ce pas, d'oser avoir des budgets et d'engranger de grands chantiers, de les exécuter sans grande difficulté financière. Alors, moi, je trouve naturel, n'est-ce pas, que quelqu'un qui est resté, je dirais, patron de l'exécution d'un budget pendant un certain nombre d'années puisse véritablement trouver, redonner la place qui est pour le patronat privé, donc les entrepreneurs, les contributeurs, n'est-ce pas, pour un certain privilège à eux, quitte à ce qu'on en profite pour que ceux-ci aussi fassent connaître les difficultés ou bien les suggestions qu'ils souhaiteraient. Et donc, vous comprenez avec moi que un chef d'État comme Patrice Talon, qui est allé à la quête des investisseurs, qui a quitté, qu'ils nous souviennent, qu'il est allé à MENDEF, en France, face au MENDEF, donc au patronat français, en les invitant à venir, et il a fait, dans tous les déplacements qu'il a eu à faire, on retient quand même qu'il invite les investisseurs à venir dans le pays. Et donc, ce climat, cette rencontre, ce dialogue, inaugure et ouvre l'horizon, n'est-ce pas, pour d'autres qui sont peut-être encore réticents. Et aussi, ça permet d'évaluer un certain nombre de choses. Pour aller plus loin, vous savez, il a été d'une part aussi l'avocat défenseur de ce patronat privé, bien qu'étant le patron de l'exécutif, sur un certain nombre de réformes qui n'ont pas certainement été du goût de tout le monde. Donc c'est le moment quand même qu'il discute avec ces acteurs clés de l'économie afin de leur redonner confiance et d'inspirer d'autres à s'investir, que ce soit les Béninois ou les citoyens résidant en dehors du Bénin, de venir s'intéresser à l'économie au Bénin. Ouais, Delphine Gangana, une rencontre bien pensée. Oui, il faut commencer par dire que l'État n'a pas pour vocation de créer de l'emploi. Ce sont les entreprises privées qui créent de l'emploi, mais l'État,
crée juste les conditions, sécurise, puis rassure les investisseurs, histoire de leur permettre de pouvoir opérer. Et quand vous êtes quelqu'un comme Patrice Talon, qui a passé beaucoup de temps à faire des réformes, histoire d'organiser, de sécuriser, de moderniser le secteur, et il a fait pendant près de 10 ans, c'est quand même bien de faire le point avec ceux qui sont à charge, en tout cas ceux qui sont les bénéficiaires premiers de ces réformes, histoire de dire, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut retenir, parce qu'on dit l'État a une continuité, même si le président est pratiquement en fin de mandat, ne veut pas dire qu'il a totalement fini. Il doit quand même préparer aussi le terrain pour ceux qui vont venir, parce que quelqu'un qui veut le développement de son pays n'a pas intérêt à dire, bon, OK, moi je termine et puis ça s'arrête là. Non, sa contribution doit être pérenne. Donc c'est juste dans la pérennité, c'est juste dans la pérennité qu'il s'est dit, bon, OK, il faut rencontrer ceux-là pour faire un bilan de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu engranger comme victoire, et de dire qu'est-ce qu'on peut encore fait. Donc, je pense que c'est bien pensé. D'accord. Allez, Joël Emerick Alagbé, serait-ce une sorte de reconnaissance de mérite de ces acteurs dans les performances engagées par le Bénin depuis quelques années? D'abord, il faut remercier le courage du chef de l'État, qui est pratiquement en fin de mandat, mais qui travaille comme celui-là qui est là pour continuer le développement de son pays en traçant la voie aux générations futures. Vous savez, pour qu'un pays puisse évoluer et pour qu'on puisse réellement engager des jeunes, l'État seul ne peut pas recruter. Et c'est surtout les privés qui donnent de l'emploi aux jeunes. Et ces privés-là doivent être encouragés. Je crois que c'est il avait commencé cela depuis, parce qu'il y a eu beaucoup de recrutements, beaucoup de rencontres où lui-même, partout où il passe, il invite les gens à venir investir au Bénin. Et pour pouvoir investir, pour que les gens viennent, il faut ce qu'on appelle d'abord la sécurité énergétique. C'est pourquoi il a donné un point fort à l'énergie, à la stabilité de l'énergie, pour pouvoir permettre aux étrangers, même les nôtres qui sont à l'extérieur, pour qu'ils viennent investir chez nous. Parce que quand il y a la stabilité énergétique, c'est-à-dire ça facilite tout. Et ça permet qu'on évolue. L'autre chose, c'est d'abord ceux-là qui sont en train de gérer les grands chantiers au Bénin. Et nous constatons que ces chantiers ne sont pas gérés par eux, parce qu'il y a des chantiers qui sont morcelés en lot. Et c'est des Béninois qui ont pris des lots et qui sont en train réellement d'exécuter. Et quand, par exemple, on prend par exemple un chantier, nous voyons, ça donne peut-être 1000 emplois, 700 emplois, 50 emplois, et c'est du direct. Vous voyez, les gens sont là, c'est les nôtres qui travaillent. On n'a jamais vu qu'on a amené un ferrailleur d'ailleurs, un maçon d'ailleurs, tous ceux qui concourent pour la réussite des chantiers. Et je reviendrai également par rapport aux conditions faciles que le gouvernement a mis sur pied pour pouvoir permettre aux privés de faire face aux impôts, où aujourd'hui tu peux payer par tranche pour que cela ne t'assomme pas. Donc c'est un grand effort et que cela continue. Je crois que tout le monde sera au pas et tout un chacun de nous allons contribuer au développement du pays. Une rencontre de cette nature, sauf erreur de ma part, semble être la première, si ce n'est quelques rencontres avec quelques têtes. Certains disent, est-ce que c'est pas un peu, le timing choisi n'est pas un peu tard, Joël Emerick Alagbé? Non, vous savez, Patrice Talon, on dit que c'est un homme de vision. Il ne pose pas ses pas pour pouvoir gagner de l'électorat, pour pouvoir montrer, chercher une popularité quelconque. Quand il veut travailler, il travaille, il évolue. Moi, par exemple, je vous dis que j'ai participé à plusieurs rencontres. Je suis allé même faire des reportages où c'est des rencontres au niveau des départements, au niveau des communes, par exemple, des communes de Grand Lequeuil, etc. Parce que maintenant, il a voulu peut-être faire un truc du général et autres. Et chaque fois, quand il est là, il veut toujours savoir les problèmes pour pouvoir corriger. Surtout que nous sommes à la veille de la préparation du budget 2026, où on sait que les contributeurs réellement au budget, c'est les privés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les écouter. Il faut échanger avec eux pour pouvoir voir ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut mettre dans le budget, pour pouvoir leur permettre
de contribuer réellement pour le développement du pays. Donc, il n'y a pas du time où il ne faut pas dire parce que nous sommes à la veille des élections. Je ne pense pas que le Patrice Talon n'est pas ça. Et quand vous le connaissez, vous le voyez, surtout par rapport aux réformes engagées, on se dit, est-ce que ce monsieur-là est à la quête d'une popularité? Non. Il veut évoluer, il veut développer le pays, il veut marquer son passage. Même après lui, il veut permettre à ceux-là qui vont venir de continuer pour pouvoir mettre le Bénin sur la route du développement. On ne connaît pas concrètement le pourquoi de ce choix, mais quand on voit ces plus gros contributeurs, ils ne sont pas les seuls. Delphine Gagana, il y a également les PME et autres petites entreprises qui contribuent aussi. On se demande s'ils seraient délaissés. Bon, avant de répondre à ça, je vais revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure à Joël, en disant si ce n'est pas tard. Non, il n'est jamais tard de mieux faire. Et non seulement ça, vous allez constater que, oui, c'est vrai que c'est un peu comme des rencontres de revoir. Parce que vous vous souvenez qu'il y a 2 ou 3 semaines, le chef de l'État avait rencontré les collectivités locales, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, histoire de faire un point d'étape. Donc, je me dis, c'est toujours dans la quête de faire des points d'étape, histoire de dire est-ce qu'on a pu réellement faire quelque chose, ce qu'il faut corriger. Et l'autre chose est que, oui, il n'est pas du genre à faire vraiment du matu vu, ou il n'est pas du genre à faire de ces genres de rencontres, histoire. Il aime travailler, je ne vais pas dire en sourdine, mais il aime travailler avec tout le monde, mais pas à afficher que je suis en train de travailler. C'est peut-être à la fin qu'il fait le point pour dire on a pu faire quelque chose. Parce que, oui, les réformes, tout ce qui avait été fait pour permettre à ce que l'environnement des affaires soit assaini. Il y a beaucoup de choses. Il y a même déjà la loi sur l'histoire de corruption, éviter que les dessous de table ne renvoient les investisseurs. Même l'effet de grève Pelé qui neutralise notre administration. On a même la loi sur l'embauche. C'est histoire de permettre aux investisseurs de pouvoir avoir la sécurité, d'être sûr que nous allons quelque part et nous voulons travailler. Et c'est pour ça, moi, je me plains. En tout cas, quand je n'ai pas vu le patronat réagir par rapport aux critiques que certains faisaient au gouvernement par rapport à la loi sur l'embauche, je dis, ben oui, les premières personnes qui devraient pouvoir dire, sauf erreur de ma part, ça, nous sommes demandeurs de ça parce que ça nous permet désormais d'éviter de contourner la loi, histoire d'utiliser des gens pendant 2, 3, 4 ans par l'intermédiaire d'un cabinet, mais désormais nous pouvons recruter les gens officiellement et puis leur donner une bonne condition. Peut-être que beaucoup ne vont pas comprendre quand je dis passer par des cabinets, parce qu'il y a des gens qui sont dans des sociétés, vous allez penser qu'ils sont des employés de ces sociétés, mais qui sont juste sous-traités. C'est juste que c'est un cabinet qui les a recrutés et qui se fait payer et qui les paye après, mais qui sont dans des conditions pas totalement acceptables. Mais cette loi, c'est sûr, d'une manière ou d'une autre, a permis à corriger un temps soit peu. Il est vrai qu'il n'est jamais, il n'y a nulle part où tout va parfaitement, c'est sûr qu'il y a des choses à corriger par rapport à ça. Donc je dis, ce que le chef de l'État a fait, c'est pour dire, nous n'allons pas commencer, nous arrêter là, parce que un top est donné, donc il faut aller à la destination. Vous n'avez pas répondu à ma question. Votre question, c'était concernant les plus petits pourvoyeurs aux impôts. Oui, vous savez, le patronat représente tout le monde. Donc, du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas inviter tout le monde, mais on peut aussi inviter. C'est sûr que parmi ceux-là, il y a des gens qui seront leur porte-parole, histoire de... Parce que une salle aussi a quand même une limite qui ne peut pas dépasser. C'est aussi un cocktail. Effectivement, on ne peut pas prendre tout le monde. Allez, Roméo et Segbe, vous le disiez tout à l'heure, que ces échanges pourraient servir de catalyseur pour appeler peut-être d'autres investisseurs. Mais comment cela pourrait contribuer à ce que vous disiez tout à l'heure? Merci infiniment. Comme vous le savez, le secteur privé, l'acteur qui travaille dans le secteur privé a, comme je dirais, comme première difficulté, l'accès à l'autorité pour poser un certain nombre de problèmes auxquels il fait face. Et vous avez bien fait, par exemple, de poser la question de savoir s'il n'y a pas eu discrimination en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Et je peux vous dire que dans le domaine de l'entreprise, vous savez que c'est un domaine de concurrence. Et toute entreprise qui naît, aussi petite qu'elle soit,
elle aspire à grandir et à atteindre un certain nombre de sommets. Et donc, le pas posé, déjà à l'intérieur même du pays, montre, encourage, n'est-ce pas, les petites et moyennes entreprises à rêver grand, à rêver atteindre le niveau qu'il faut pour accéder déjà à ce patronat privé. L'autre chose, c'est que de loin, les investisseurs qui peut-être n'avaient pas tellement accordé plus d'attention à l'invitation adressée par le chef de l'État lors de ces différentes sorties, peuvent aujourd'hui trouver que le monsieur là a ajouté du concret à ce qu'il est venu nous dire ici. Et donc, on peut faire confiance à ce pays-là parce que justement, il y a un accès direct du patronat au chef de l'État où on peut discuter autour d'un déjeuner. Et qu'ils vous souviennent, les quelques paroles qui ont pu sortir dans les reportages que nous avons eus de cette rencontre-là, on voit carrément un homme qu'on connaît très bien, et de par son passé opérateur économique, n'est-ce pas, qui dit aux opérateurs économiques en présence que même s'ils ne gagnent pas tout de suite, n'est-ce pas, ce qu'ils espèrent, il y a l'assurance que ça va s'améliorer. Ça voudra dire qu'il y a une franchise qui est laissée, cette volonté politique n'a pas voulu maquiller, n'est-ce pas, comme si, bon, au fait, quand je suis venu vous parler de l'opportunité, c'est que si vous venez, vous allez ramasser entre griffes. Quelqu'un qui a déclaré lors de son investiture pour son second mandat, le hautement social, a montré qu'il a été d'une part défenseur vraiment de l'intérêt pour encadrer les investisseurs. Aussi défendre les intérêts aussi de sa population. Donc on voit là l'équilibre et ceux qui pour autant pourraient être choqués, n'est-ce pas, que c'est entre griffes un capitaliste qui voudrait juste se baser sur les intérêts. Et vous savez très bien que les investisseurs, qui soient surtout européens, certains ont l'angle social et n'aiment pas trop, même s'ils sont entrepreneurs, n'aiment pas trop l'environnement qui est hostile au social. Donc, à travers ces quelques mots et ce qui s'est passé, nous trouvons aisément que le chef de l'État, comme il le fait si souvent, a planifié, a prévu atteindre un certain niveau d'investisseurs à l'horizon d'une certaine, je peux dire à l'horizon 2030, et on est en 2025, et il voit que c'est l'occasion, n'est-ce pas, pour lui maintenant, avant de passer la main dans quelques mois, de faire venir encore de nouveaux investisseurs, quitte à ce que l'objectif qu'on vise pour 2060 soit à ce niveau-là atteint. Mais c'est aussi un appel à l'intérieur pour les entreprises, parce que vous convenez avec moi que émietter, donc plusieurs petites et moyennes entreprises n'auront qu'à tourner autour des miettes. Et pour atteindre ce sommet, et toujours pour répondre amplement à cette réponse, c'est une invite à une collaboration de plusieurs entreprises, n'est-ce pas, pour pouvoir donner ce qu'on souhaite. GDIZ est là, il y a encore Semen qui est en train d'être installé. Nous sommes en train de réfléchir et il est dit qu'il faut aller dans la partie septentrionale et nous avons vu toutes les routes qui sont créées pour l'interconnexion des différents pays. C'est normal que le chef de l'État dans un pays où lui-même connaît ce qui fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État, ce sur quoi on compte pour aller faire des bons donc, et autres là, pour demander des prêts pour des projets, c'est le fisc, c'est la contribution au budget du secteur privé. C'est tout à fait normal que dans ce climat-là, le chef de l'État puisse montrer la place qu'occupe le citoyen qui s'auto-emploie, la place qu'occupe tout homme, tout citoyen dans le monde qui va. Et si je vais chuter en disant, c'est quelqu'un qui a déjà donné toutes les conditions à qui que ce soit, je ne voudrais pas employer le mot, mais je ne peux que l'exprimer ainsi, même à un étranger africain, de se rendre au pays et d'opérer comme s'il est un national, pour ne pas subir les affres de séjour, cas de séjour ou des visas et tout le reste. C'est toujours dans cet élan d'avoir des personnes qui viennent contribuer au budget national que le monsieur a travaillé pendant 10 ans. Donc c'est tout à fait normal. Au-delà de ces éléments cités par Roméo Aïssegbe, vous, Joël Émeric Alagbé, quels sont
Ces autres éléments que vous pensez qui crédibilisent aujourd'hui le Bénin comme étant une terre d'opportunité, puisque à travers ce dialogue, c'est déjà évaluer les performances du Bénin, échanger avec les investisseurs également, comme vous le disiez tout à l'heure, en appeler d'autres. Mais qu'est-ce qui fait du Bénin aujourd'hui une terre d'opportunité, comme on le dit? Oui, le gouvernement dirigé par Patrice Talon, et lui-même l'a rappelé, il veut bâtir un écosystème durable. Et je me rappelle de ces phrases devant ces autres la dernière fois. Il disait, notre richesse n'est pas dans le sous-sol. Notre richesse, c'est la confiance et dans la rigueur. Et il est étant patron lui-même du domaine avant avant de prendre les rênes du pays, il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qui manque, il sait comment accompagner les privés. Pour permettre à ce que les gens viennent investir au Bénin, d'abord, il a mis un accent particulier sur le tourisme, le développement du tourisme. Et vous voyez que ça évolue correctement. Quand les gens viennent même pour pouvoir voir le pays, faire quelques jours, pour voir qu'est-ce qu'il faut installer, les gens doivent rester quelque part, les gens doivent être intéressés par tout ce que nous avons. Quand je laisse le développement du tourisme de côté, vous allez voir, on a créé beaucoup de conditions aujourd'hui où tout le pays est en chantier par le développement du transport. C'est-à-dire la construction des routes, surtout les routes, plusieurs routes inter-États, les routes de connexion au niveau des communes et autres. Quand vous laissez ça de côté, il a créé de conditions pour permettre même à ceux-là qui veulent venir, par exemple, investir, de démarrer. On leur donne un temps pour l'installation, un temps pour le démarrage, et on leur facilite la tâche pour pouvoir leur permettre de bien démarrer avant de commencer par payer les taxes et autres. Je reviens sur les rencontres. Par rapport aux rencontres, si vous avez souvenance, ici, sur ce plateau, nous avons parlé d'évaluation par rapport quand on avait évoqué l'histoire des SE au niveau des communes. Ici, on avait souhaité, ici en conclusion, avec vous, qu'il faudrait qu'on puisse arrêter pour faire le bilan, pour voir ce qui est à corriger. Ça montre que le chef d'État est à l'écoute de la population, est à l'écoute de ce que nous demandons. C'est juste après ça qu'il y a eu rencontre avec les élus locaux pour pouvoir évaluer. Et l'autre chose, quand il avait fait des rencontres à l'extérieur, les gens ont évoqué plusieurs choses. Et ces choses-là ont été corrigées. Et si vous voyez, il y a eu aujourd'hui plusieurs lois qui donnent la nationalité aux étrangers. Et au niveau de la diplomatie, quand on va dans certains pays, on permet à ce que les gens puissent venir dans notre pays sans qu'on leur donne le visa. Donc tout ça, là, ça draine du monde au Bénin. C'est une négociation diplomatique et c'est du jamais vu. Si on pouvait dire, ceux d'hier avaient eu cette initiative comme lui, on ne serait pas là. Donc ceux qui vont venir demain doivent savoir qu'il faut évoluer dans la même lancée pour qu'on puisse réellement être le réel quartier latin d'Afrique. Je vous donne je vous raconte une petite histoire rapidement. Je ne dis pas que je suis long. Hier, j'ai croisé fortuitement des gens à Cotonou qui se perdaient. Ils sont rentrés, ils sont descendus de l'aéroport, mais qui se perdaient pour pouvoir aller chez eux. Parce que tout a changé. Ils ont pris du temps pour pouvoir reconnaître chez eux. Et ils ont fait des témoignages. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça réellement le développement. Et le développement, ce n'est pas seulement l'État, c'est tout un chacun de nous devons contribuer pour pouvoir changer notre cadre de vie et faciliter la tâche à l'État pour pouvoir évoluer. L'autre chose, on dit on ne peut pas faire d'omelette sans casser les yeux. Donc nous devons accepter qu'on casse les yeux pour que l'omelette soit bien, pour qu'on puisse manger ensemble. Alors, Delphin Gangana a résumé, Joël, c'est que la vision portée aujourd'hui par l'État et aussi la stabilité du cadre institutionnel sont les garanties du Bénin pour attirer des investisseurs. Je ne sais pas si vous partagez l'analyse. Oui, je partage entièrement ce que tu as dit, mais je complète un tout petit peu parce que j'avais dit tout à l'heure qu'on a cerni l'environnement économique, l'environnement commercial. En faisant quoi?
C'est-à-dire les procédures, on a allégé les procédures. Imaginez, avant, pour créer juste un établissement, vous allez dépenser près de 180 et quelques mille, 200 et quelques mille. Mais aujourd'hui, vous restez dans votre lit et vous créez votre entreprise pratiquement à 0 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, on a compris qu'il faut permettre aux gens de s'installer, de commencer, histoire de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Donc, l'installation, on a allégé la facilité aux gens de s'installer. Il faut dire que la digitalisation a changé beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus trop de contact direct avec l'humain. Or, la corruption commence par le contact avec l'humain. Donc, le simple fait de le faire rassure les gens de ce que, oui, je reste derrière mon ordinateur, je peux faire beaucoup de choses et je suis sûr de pouvoir y arriver. Ce n'est plus que je serai en face de l'agent qui, le dossier sera devant lui et il va le garder parce que je n'ai pas glissé une enveloppe. Vous voyez, il y a ces choses qui, en même temps, éloigner les gens. Mais aujourd'hui, les gens ont compris qu'au Bénin, vous arrivez, vous avez la facilité de pouvoir obtenir vos pièces, vous avez la facilité de pouvoir faire vos formalités. Et les lois qui encadrent l'activité permettent aux gens aujourd'hui de dire, ou bien permettent aux gens de dire aujourd'hui, oui, si nous avons des difficultés, on sait vers qui il faut aller et on a des gens qui peuvent nous écouter. N'oubliez pas que pour les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, dans chaque pays, il y a des représentations et qui se trouvent toujours en contact avec d'autres. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de MENDEF ici. Nous, on a CCIB. Mais n'oubliez pas que la vision du chef de l'État, dès son avènement, vous allez voir, même nos représentations consulaires ou nos ambassades à l'extérieur, on a désormais transformé nos ambassadeurs comme des VRP, c'est-à-dire des représentants commerciaux, histoire de pouvoir vendre le pays, vendre le Bénin. Et quand je dis vendre le Bénin, ce n'est pas seulement parler beau du Bénin, mais comment faire pour convaincre les autres à pouvoir savoir que nous faisons quand même quelque chose de bien. Et quand vous mettez tout ça ensemble, et qu'aujourd'hui, le Bénin est sur, je dirais, toutes les plateformes, et non seulement ça, il y a une partie. Le tourisme fait de l'investissement, je dirais, en abondance. Et donc, le simple fait d'ouvrir le Bénin, de savoir que désormais, nous allons militer beaucoup plus pour le tourisme, parce qu'il y a des gens qui peut-être vont juste venir visiter, en tout cas assister à notre Boudoune Day, mais qui vont trouver que, bon, désormais, je peux installer un hôtel à Ouida, histoire de faire des affaires. Peut-être que quelqu'un va trouver que non, mais est-ce que c'est un hôtel? Non. Désormais, c'est peut-être des tricycles que moi, je vais peut-être mettre à la disposition des festivaliers, histoire de les déplacer. Donc, le simple fait d'internationaliser ou bien de changer la vision du Vaudou en faisant comme du tourisme, un truc culturel, que ce n'est plus seulement pour nous seuls, mais que pour tout le monde, donne un autre aspect et amène les gens à visiter notre pays, histoire de dire, nous pouvons investir. Donc, du coup, tout ce qui peut être fait pour amener les gens à être rassurés se fait, et tout ce qui peut être fait pour inviter les gens à nous visiter se fait. Donc, je dis, c'est normal que... Oui. C'est pour rassurer, évidemment. C'est pour rassurer les investisseurs que ces échanges ont eu lieu. Alors, la dernière question pour sortir de ce débat. Comment pensez-vous que ce cadre de dialogue peut être ou peut-il être pérennisé et institutionnalisé peut-être au-delà de l'actuelle mandature? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de CCIB, je parlais des ambassadeurs, mais n'oubliez pas qu'il y a le patronat qui est là et qui doit pouvoir... qui se trouve être, je ne sais pas, est-ce qu'il va dire réceptacle, ou bien qui est un vivier qui doit pouvoir maintenir le cap. Et non seulement ça, vous allez voir, le Conseil économique et social aujourd'hui a changé de vision, a changé de posture et qui est beaucoup plus, est-ce qu'il va dire avant-gardiste? Non, qui est beaucoup plus sur le terrain. Donc du coup, toutes ces organisations ont intérêt à pouvoir maintenir et faire évoluer la vision du chef de l'État. Et même s'il quitte, l'État a une continuité, le top est donné, donc il n'y a pas de quoi à ce que la flamme n'éclaire pas plus. Oui, Roméo a essayé sur la même question. Ouais, je pense que nous avons fait l'expérience du dialogue, de la rencontre sur plusieurs d'autres secteurs et on a eu les résultats. Et je me convainc moi-même de voir que si le chef de l'État a consacré ces derniers temps à ces rencontres grandeur nature, c'est pour lancer aussi un pic à son successeur, n'est-ce pas? Et à toute l'administration, je ne parlerai pas de son successeur en termes d'individus, mais en termes d'institutions, que ces genres de rencontres devraient
êtres importantes. Qu'ils vous souviennent, et on a eu à assister à la reddition des comptes il y a quelques années, en fin de mandat, où le chef de l'État a fait le tour des communes et il exprimait même le vœu qu'il pourrait laisser avant de partir que cela soit institutionnalisé. Si il est temps, n'est-ce pas, d'une certaine importance qu'un chef d'État se déplace pour aller à la rencontre de la population à la base, c'est tout à fait normal que ceux qui permettent à l'État d'avoir les moyens de satisfaire les besoins, n'est-ce pas, les besoins vitaux de ces populations-là, qu'on puisse leur donner une place de choix avec l'institution. Et je pense que c'est tout à fait normal que cela devienne peut-être un truc périodique, pas seulement à la fin de mandat, mais peut-être quelque chose de périodique qui permet, surtout avant chaque exercice, comme l'a dit mon grand frère tout à l'heure, Bangala, avant de rentrer dans les études pour aboutir à l'élaboration du budget, qu'on discute avec toute cette classe-là, afin d'avoir des visions proches de la réalité et en même temps leur donner un peu, je dirais, je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, les mettre dans le bain de ce qui va changer dans le prochain budget, qui permettrait à ces chefs d'entreprise de faire le nécessaire à leur niveau pour se mettre au pas, pour accompagner ce développement. Souvenez-vous, nous ne sommes plus en train d'assister à une gestion au pifomètre. Nous avons une gestion planifiée et nous savons où nous allons. Et chaque citoyen aujourd'hui réclame beaucoup plus aux dirigeants, ce qui fait que à chaque niveau, aucune action qui entre dans la droite ligne d'atteindre les objectifs, faire sortir le Bénin de la pauvreté, faire sortir le Bénin du sous-développement, ne doit plus être prise au hasard ou avec légèreté. En attendant que se pérennisent ces échanges à bâton rompu et direct, on retient essentiellement que les patrons d'entreprises sont repartis confortés par le sentiment de savoir l'État à leur côté. Je vous vois vouloir réagir, je ne sais pas sur quoi, puisqu'on est en train de finir sur ce sujet. Oui. Vous savez, d'abord, aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise, les directeurs de sociétés privées et autres, tout ça, tout le monde est content. Content du fait que le gouvernement nous a allégé la tâche et les tracasseries, par exemple, pour pouvoir aller déposer les bilans. Aujourd'hui, tout est en ligne, on dépose tout en ligne. Le paiement des impôts, tout se fait en ligne. Il n'y a plus de aller faire des impressions, aller déposer, aller rencontrer les inspecteurs, aller négocier. Tout est en ligne et ça facilite réellement la tâche. Et tu as même du plaisir à vérifier pour voir si tu dois même à l'État et tu t'organises pour pouvoir faire le paiement. L'autre chose aujourd'hui qui aide les entreprises, c'est au niveau du privé, c'est l'histoire de la sécurisation comment on appelle, de nos actes. L'histoire de sécurisation de nos actes et l'organisation de l'enregistrement des numéros au niveau des réseaux GSM. Ça donne une sécurité au privé. Et en dehors de la part, ce que tout le monde recherche, quand tu es en sécurité, ça te donne le courage d'investir. Mais quand tu veux investir et tu doutes, c'est tout un problème. Je reviens à votre question avant que vous ne conclusiez. D'abord, demander au gouvernement de continuer toujours par écouter ceux des autres secteurs, ceux des autres corps et autres, et le gouvernement peut même descendre au niveau des départements pour pouvoir écouter les gens, faire des tables rondes, discuter avec les gens comme le Conseil économique et social est en train de faire maintenant pour pouvoir faire des propositions au gouvernement pour la préparation du prochain budget. Aujourd'hui, les privés, quand ils vont dans les départements, pour aller dans telle direction de tel ministère, on se paie. Parce qu'ils sont dans les locations, telle est quelque part, l'autre est quelque part. Aujourd'hui, l'administration, on est en train de centraliser tout en un seul lieu. Et cela facilite la tâche. Et quand tu es là, tu sais que tu as par exemple, je donne l'exemple de ce qui est en chantier à Porte-Novo. Sur le même site, vous avez la préfecture. Sur le même site, qui est en construction, vous avez l'hôtel de ville. Vous avez
toutes les directions des ministères. Et donc, ça veut dire que c'est une réorganisation totale de l'administration et cela permet, cela donne une facilité aux usagers. Tout est donc fait pour faciliter la vie à tous ces investisseurs et ceux qui voudraient donc venir, vous les avez rappelés. On va poursuivre avec le second sujet, si vous le permettez, puisqu'on a encore une quinzaine de minutes avant de rendre l'antenne. Et on aborde cette décision du Conseil des ministres au cours de la rencontre hebdomadaire tenue ce mercredi 19 juillet 2025. Il a été adopté les décrets portant sur les attributions, organisations et fonctionnement, ainsi que le régime électoral de l'Ordre national des pharmaciens, l'Ordre national des médecins et l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Il s'agit d'une série de 6 tests qui visent d'une part à définir clairement les attributions de chaque ordre en conformité avec les évolutions du système de santé et les exigences d'une gouvernance performante. La réglementation a également pour objectif de renforcer le rôle de ces organes en matière de régulation de l'exercice des activités professionnelles, avec pour son intérêt la qualité de soins, le respect de l'éthique et de la déontologie. Les 10 tests consacrent d'autre part une meilleure définition des règles électorales aux fins de garantir leur transparence et leur crédibilité, renseigne le relevé du Conseil des ministres. Alors, chers débatteurs, si on doit faire un petit rappel, la première question sera adressée à vous, Delphin Gagana. Si on doit faire un petit rappel, on dira peut-être lutte contre ce que nous appelons faux médicaments, réorganisation de l'Ordre national des pharmaciens en 2019, suspension provisoire en avril 2024, je crois, de l'Ordre des chirurgiens dentistes, sans compter l'école a construit le recyclage des paramédicaux formés dans des universités étrangères non homologuées. On peut dire que le gouvernement, tirant peut-être leçon des problèmes qui ont miné par le passé le secteur de la santé et ses différents ordres, pose à travers cette décision les bases d'un encadrement susceptible de normaliser peut-être les choses pour ces professionnels de santé regroupés dans les différents ordres. Nous sommes dans le domaine de la santé, donc permettez-moi juste de commencer par, est-ce que c'est une blague ou bien peut-être, je ne sais pas. Quand vous êtes médecin, vous avez un patient, c'est que vous faites le diagnostic, vous demandez une analyse, histoire d'identifier les mots, les pathologies, et puis dire, bon, ok, est-ce que je vais faire un traitement cumulé ou je vais faire un traitement cas par cas? Et puis, il y a même des pathogènes où on va dire, bon, ok, on va les laisser, on va finir de traiter complètement l'autre pour voir si ça a un effet. Et donc, du coup, ce que le gouvernement est en train de faire par rapport à la santé, c'est se comporter vraiment comme un médecin qui a reçu un patient qui souffre de certains maux et comment faire pour régler ces maux. C'est vrai que tout ne peut pas être réglé en même temps parce que ça fait déjà, je crois, c'est depuis 9 ans qu'on a commencé par régler un à un ces mots. On a d'abord limité l'exercice en clientèle privée de certains médecins de l'État. On a encadré le droit de grève, histoire de permettre aux gens d'être sûr que si vous êtes malade et que vous allez dans un centre de santé, vous verrez quand même quelqu'un qui va vous soigner. Parce que si vous avez un médecin, vous avez quelqu'un qui vous écoute déjà à 50%, vous êtes déjà satisfait. Mais si vous n'avez personne, c'est que, imaginez la suite. On a commencé par équiper d'abord les centres de santé. On a multiplié les centres de santé. On a créé même chic. Ce qui est beau et qui dérange certaines personnes, mais bon, c'est chic, c'est parce que c'est chic. Donc, du coup, on a fait tout ça, c'est-à-dire, on a fait de sorte à ce que tout le pays se trouve être pris en compte par un mariage sanitaire pour dire, OK, nous sommes en train d'aller quelque part. Et on a commencé par organiser, parce que si vous construisez et que vous ne mettez pas chaque chose à sa place, vous allez beau construire, mais le désordre va y rayer. C'est pour ça on a commencé par les pharmaciens, on a commencé par les médecins, par les pharmaciens, par les centres de santé même, histoire de dire nous n'allons plus autoriser tout le monde à s'installer. Donc du coup, je dis, ils ont fait le diagnostic. Et puis le traitement, c'est que ça prend du temps. C'est vrai qu'on ne peut pas finir totalement de traiter un mal, mais on est en train d'administrer le traitement adéquat, c'est-à-dire le traitement nécessaire, histoire de corriger à fond, de finir vraiment avec
je ne vais pas dire les laisser aller, que nous constatons dans, dans ce domaine. C'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire, on ne finit jamais totalement, mais on est en train d'aller à un niveau où on peut dire, oui, le mal était têtu, mais on a trouvé Comment ça trouver la thérapie? La thérapie, un système curatif, histoire de vraiment le calmer. Allez, Romeo Aïsegbe, des AOF et des nouveaux régimes électoraux pour les 3 ordres que nous avons cités, afin peut-être de leur permettre de remplir efficacement, chacun à leur niveau, leur mission, avec peut-être plus d'efficacité également, les crédibiliser davantage auprès de la population et aussi de leurs confrères. Merci infiniment. Nous sortons d'un point où nous avons articulé essentiellement autour du développement économique. Qu'ils vous souviennent, et nous avons mis l'accent sur le fait que le chef de l'État fait l'invite à d'autres investisseurs de venir. Et quand on voit la vision qui consiste à faire venir d'autres investisseurs, ça voudra dire qu'on est en train de cibler des personnes venant de certaines sociétés qui ont des avancées sur le plan de la santé. Tout le monde ici, nous savons qu'à la veille de chaque année ou à notre anniversaire, quand on nous souhaite la paix, on souhaite la santé. Et si nous préparons la société béninoise à venir, qui a commencé depuis 9 ans, si nous la préparons, n'est-ce pas, à accueillir des autres, des personnes qui vont investir, des étrangers qui peuvent s'installer au Bénin et se retrouver comme si c'est chez eux, avec tout ce que nous avons comme beauté sur la route des pêches, tout ce que nous avons juste dans le développement dans chaque localité. C'est essentiel que l'intéressé, en voulant quitter son confort pour venir, s'interroge quel est leur système de santé sur place. Et si le système de santé sur place ne répond pas au standing de ce qu'on retrouve en Europe, par exemple, ou dans d'autres pays qui sont avancés sur la question, les gens auront de réticence à séjourner longtemps dans notre pays. Parce que la maladie, d'une manière, elle ne te donne pas de rendez-vous et chacun, tout être humain debout est un malade qui s'ignore. Pourquoi j'ai fait l'introduction avant de chuter sur votre question? C'est le fait que, en relevant le niveau à travers cette réforme-là, le chef de l'État veut rendre beaucoup plus responsable, en tout cas faire face chacun de ces corps face à leurs responsabilités. Qu'ils vous souviennent, sous d'autres cieux, un simple médicament acheté dans une pharmacie qui peut apporter d'autres effets secondaires non souhaités, peut faire objet de poursuites judiciaires. Mais ici, nous n'avons pas la base nécessaire pour remonter jusqu'à où est-ce que le procès là peut se faire. Et par rapport aux casses, lors des soins, lors d'une intervention chirurgicale, on n'a pas les éléments, compte tenu de ce que nous avons à l'état des lieux maintenant, de permettre aux clients, aux patients, de s'assurer que oui, il peut avoir ces choses-là. Et ça fait aussi pression sur nos professionnels dans le domaine de la santé. Tout ce qu'ils ont réclamé pendant le mandat passé, je veux parler du régime défunt, c'était de leur donner leur autonomie, de les laisser eux-mêmes gérer leur propre domaine. Nous avons, quand les grèves allaient, on savait quels étaient les motifs des grèves qui ne finissaient pas, qui laissaient même des patients mourir dans les hôpitaux. Donc, aujourd'hui, on a pris du temps, c'est vrai, mais on est arrivé à la solution où chacun sera face à sa responsabilité, qui va relever même leur niveau de professionnalisme. C'est ce que moi j'ai perçu à travers cet aspect de la chose. Et désormais, c'est eux-mêmes qui vont s'organiser entre eux. Ça veut dire que il y a un tant soit peu cette responsabilité, à part le fait qu'ils ont prêté serment de sauver des vies, et ils auront à prêter serment au sein de leur corporation de relever le niveau, n'est-ce pas? Et comme l'a dit mon aîné tout à l'heure, nous avons Chic qui est là. Donc Chic, c'est aussi une vitrine qui invite des patients à venir. Mais après l'infrastructure, vous savez très bien que la ressource humaine est quelque chose de très important. Et donc, cette harmonie installée rassure non seulement le Béninois, mais ça rassure aussi toute la sous-région. Pour peu que les professionnels prennent accord, cette fois-ci, ils sont livrés à leur propre destin, ils n'auront plus à accuser un politique d'ingérence à tel ou tel niveau. Ils pourront faire face aisément ce ne serait plus un politique qui va disqualifier un diplôme de tel ou tel. Entre eux-mêmes, ils peuvent déjà faire le tamis, savoir
qui répond par la compétence de rester à tel poste ou de faire efficacement telle ou telle chose. Et l'autre chose aussi, il ne faut pas ignorer, ça permet de régler d'un seul coup le problème de l'informel, hein, n'est-ce pas? Si je prends l'ordre des pharmaciens, on n'aura plus à compter uniquement sur la police républicaine pour régler cette histoire de faux médicaments ou des tradis thérapeutes non formels, entre griffes. Et ça permettrait à tout citoyen de se retrouver aisément et d'avoir le goût d'aller se faire soigner dans un cadre légal. Ce qui interpelle dans cette décision du Conseil des ministres, Joël Émeric Alagbé, c'est les détails concernant les règles électorales et également les questions qui se rapportent à la composition des conseils nationaux et régionaux. Parce que quand on se réfère un peu au fonctionnement précédent de ce qui s'est passé au niveau de l'ordre des pharmaciens, avant qu'on y mette de l'ordre, si je peux le dire comme ça, c'était plusieurs ailes. Les différentes ailes ne s'entendaient pas sur le processus. On a dû suspendre à un moment donné l'ordre des chirurgiens dentistes parce que justement dans cet ordre on ne s'entend pas. Mais là, le gouvernement, à travers les tests qui viennent d'être adoptés, définit clairement les règles électorales, les questions se rapportant, comme je le disais, à la composition des conseils nationaux et régionaux et aux modalités de candidature, de quoi garantir une certaine transparence dans les processus qui vont suivre par rapport aux élections à la tête de ces différents ordres. Vous savez, le chef d'État l'a toujours dit, il faut une rigueur pour pouvoir donner de la qualité. Et dans le domaine de la santé, on ne s'amuse pas. Au niveau de ces corporations, vous savez ce qui se passait avant, c'est tout le monde veut être chef et on veut créer son réseau pour pouvoir gérer et qu'on ne veut, il n'aime pas même que l'État puisse comprendre ce qui se passe. Alors que l'État est garant de la sécurité des personnes et des biens. C'est dans cette optique que le gouvernement est rentré dedans pour pouvoir bien organiser. Sinon, avant même, au niveau par rapport, je reviens aussi les faux médicaments, les gens disaient que c'est comment on appelle, certaines personnes qui sont dans les trucs de faux médicaments, qui même donnaient, qui vendaient même des médicaments là, et on met ça dans les pharmacies et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, tout est réorganisé. Et quand c'est réorganisé, les gens doivent accepter les clauses. Quand je reviens sur au niveau des hôpitaux, on a parlé de CHIC. Le gouvernement n'a pas créé CHIC pour pouvoir abandonner les autres. Aujourd'hui, par exemple, le CNHU de Cotonou n'a rien de plus particulier que le siège de Ouémé. Si vous avez suivi la semaine dernière, il y a le ministre de la Santé et le gouvernement, ils étaient là pour pouvoir lancer le scanner. Oui. C'est du jamais vu. Et tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre soin de ceux du département de l'OME Plateau, tout est là installé. Et ce n'est pas seulement là, c'est un peu partout. Quand vous allez par exemple dans les centres de santé aujourd'hui, on amène un malade ou un cas, on ne peut pas dire, on attend d'abord ses parents pour pouvoir lui donner le premier soin, non. Ils sont tellement formés et organisés aujourd'hui qu'on te fait d'abord le premier soin. En attendant que tes parents n'arrivent pour le reste. On démarre d'abord. C'est ça. Maintenant, là où il y a les centres de santé, où il n'y a pas les hôpitaux de référence, le gouvernement a fait tout possible. Et il y a quelques mois, on a donné des ambulances partout, à tout le monde, pour leur permettre de faciliter le transfert des malades vers les centres de référence comme CNHU, CHTO, mais maintenant le CHIC, au niveau de Paraco, etc. Je reviens par rapport... Rapidement, parce qu'on est en train de finir. Ok, d'accord. Par rapport aux organisations, c'est souvent difficile que les gens acceptent tout ce qui a été proposé et que les gens accompagnent le gouvernement. Je crois que ça y va de la sécurité. Ça y va de la sécurité, et, comment on appelle ça, de tout le monde, y compris eux-mêmes. Avant, quand tu partais, tu peux te lever, aller dans une pharmacie pour acheter antibiotiques. Aujourd'hui, tu ne peux plus acheter d'antibiotiques sans ordonnance. Il faut d'abord un médecin, un docteur qui doit d'abord te prescrire. Et c'est tout ça là qui participe à la santé. À la santé. Donc vraiment, c'est difficile, mais on s'adapte à cela. Et cela, il va de l'intérêt de nous tous. Aux professionnels de santé, certainement maintenant, de jouer leur participation pour le respect
de la déontologie. Nous n'avons plus le temps d'épiloguer là-dessus. Nous devons rendre l'antenne. Merci à vous, Delphin Gangana. Merci, Joël Émeric Alagbe. Merci également à vous, Roméo Alice Segbe. Mesdames et messieurs, merci surtout à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Et pour vous qui nous avez pris au vol, toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube Télé Bénin. Et téléchargez l'application Télé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. Nous vous invitons à vous joindre à nous ce mardi 22 juillet 2025 à ce recueillement que nous organisons en mémoire de notre regretté collègue qui nous a quittés dans la nuit ou l'heure des premières heures du 22 juillet 2024. Nous nous rappelons encore de François-Xavier Henri-Menumont et la direction de ETélé ainsi que tout le personnel vous invite donc à vous joindre à nous pour cette cérémonie de recueillement que nous organisons ce mardi. Vous avez eu le temps de voir les différents programmes. Merci donc de vous rejoindre à nous ici à ETélé pour cet événement ETélé avec vous, pour vous. Merci pour votre fidélité à nos programmes.